Bonjour à tous, je m'appelle Benjamin Pajot et je suis professeur à l'école de kinésiologie de l'Université de Montréal et je suis aussi chercheur au centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Merci au RQIRD pour l'invitation et aussi à vous qui êtes présents. Ce que je vous propose pour les prochaines 15 minutes, c'est de discuter entre l'interaction entre la fatigue, la douleur et l'effort, avec un focus tout particulier sur l'effort et sa perception dans le contexte de l'exercice physique. En d'autres termes, l'objectif, ça serait d'illustrer en fait pourquoi en présence de fatigue et de douleur, on trouve les tâches que l'on réalise comme étant plus difficiles, plus exigeantes, plus demandantes, nous demandant plus d'efforts en fait, qui est aussi quelque chose d'aversif, parce que si par exemple on s'engage dans une rééducation, dans de l'activité physique, même si c'est de loisir, ben, si on a mal au dos, si on est fatigué, ben, tout devient plus difficile. Donc comme tout devient plus difficile, on a moins envie de le faire, on le fait moins et les effets bénéfiques sont moins observés. Alors, qu'est-ce que j'entends par effort? Effort, c'est un terme qui est défini différemment selon les disciplines. Donc, la manière dont on l'approche en fait au laboratoire ici, c'est vraiment l'effort comme étant l'engagement notre engagement dans une tâche, c'est-à-dire how hard are we trying, c'est-à-dire la mise en place, l'engagement de nos ressources physiques et mentales pour réussir à performer dans une tâche ou au moins essayer de réussir dans une tâche. Donc, on parle bien là d'action volontaire et on parle de quelque chose qui est présent, d'une sensation, d'une perception qui est présente dans le domaine physique et dans le domaine cognitif. Si vous prenez cette petite image-là, par exemple, cette personne qui est en train de travailler sur son ordinateur, ou vous qui faites de la double tâche probablement à manger et écouter en même temps, en fait, ça vous demande de l'effort, de l'attention, de la concentration, et donc vous pouvez percevoir une intensité d'engagement dans la tâche. Même chose si vous vous engagez dans un mouvement volontaire. Je ne parle pas là qu'on vient créer une activité réflexe en tapant sur votre genou chez le médecin. Je parle bien de s'engager dans une tâche volontairement. On perçoit aussi un effort. Donc, on utilise le mot effort ou exertion en anglais. On parle de la même chose, c'est-à-dire de la mobilisation volontaire de ressources mentales et physiques dans une tâche. De quoi on parle quand on parle de perception d'effort? En fait, on parle de la perception, ce sentiment cognitif, cette sensation associée à la réalisation d'actions volontaires. C'est la sensation qui est commune que lorsqu'on va réviser un examen, lorsqu'on va réaliser un sudoku qui va devenir de plus en plus difficile quand on va monter de niveau au sudoku ou qu'on va augmenter la résistance sur son vélo. C'est le sentiment que les personnes qui prennent l'escalier automatique là, ne perçoivent pas s'ils sont immobiles à l'arrêt pour monter, ils n'ont aucun effort, alors que les personnes qui vont prendre l'escalier vont percevoir un effort. On s'entend qu'il y a un rôle majeur dans les décisions motrices. Si vous prenez le métro, vous voyez souvent les gens sur l'escalator plutôt que de prendre les escaliers, puisque c'est plus facile, la minimisation de l'effort. C'est aussi quelque chose qui est très important, normalement, notamment en rééducation, chez des patients ou chez des personnes qui viennent tout simplement faire des séances d'activité physique avec des kinésiologues, en fait. C'est une perception qui va refléter de l'intensité de l'exercice et aussi bien évidemment dans la régulation de la performance sportive. En fait, c'est ce sentiment de dépenser de l'énergie lorsqu'on fait une tâche, et ce sentiment de dépenser d'énergie lorsqu'on fait une tâche est tout particulièrement crucial dans le jugement et la régulation de nos actions. Si on prend par exemple la prise de décision, ça va être souvent un ratio coût-bénéfice en fonction de l'effort à investir. C'est-à-dire que si le bénéfice de mon action va être trop faible, je ne vais pas me lever de mon canapé, notamment pour aller chercher de l'eau dans mon frigo si je n'ai pas assez soif. Alors que si j'ai suffisamment soif, je vais être prêt à faire cet effort-là. C'est aussi très important pour le self-agency, agentivité en français, si je ne me trompe pas, c'est-à-dire le sentiment d'être en contrôle de ses actions. Si on illustre dans le cadre du mouvement volontaire, et donc ce qui nous intéresse particulièrement, entre autres, en kinésiologie et nous dans notre recherche, c'est d'aller... Tout mouvement volontaire, en fait, il va résulter d'une décision, en fait. Donc, le mouvement est cognitif par définition, c'est-à-dire il résulte d'une décision de réaliser un mouvement pour interagir avec l'environnement. Lorsqu'on va réaliser cette décision, en fait, on va générer ce qu'on appelle une commande centrale qui va être transférée jusqu'à nos aires motrices, à notre moelle épinière, jusqu'à nos muscles pour réaliser le mouvement. Et lorsqu'on réalise un mouvement, on a une combinaison de signaux afférents, c'est-à-dire qui arrivent au cerveau, et efférents qui sont envoyés, et qui vont nous permettre de percevoir différentes perceptions lors de la réalisation d'un mouvement. Par exemple, la perception de la force, on est capable d'estimer la force qu'on produit, l'intensité de notre exercice, la position, la douleur associée à la réalisation d'un mouvement, qu'elle soit au niveau articulaire ou musculaire.
et aussi l'effort. Donc, moi, je m'intéresse tout particulièrement à cette notion d'effort. Donc, pour illustrer la neurophysiologie de l'effort et les connaissances à l'heure actuelle, en fait, il existe un débat qui commence, on va dire, à se résoudre, mais depuis longtemps, notamment en sciences du sport, sur le fait, est-ce que notre perception de l'effort, elle résulte de notre commande motrice, on va en reparler, ou de nos retours afférents, c'est-à-dire les signaux envoyés par nos muscles, ou notre cœur, ou nos poumons jusqu'au cerveau. En fait, il y a de plus en plus de papiers dans la littérature qui démontrent explicitement qu'en absence de commande motrice, et donc en absence d'engagement volontaire dans la tâche, si on reprend le petit schéma avant, on n'a pas de perception de l'effort. C'est-à-dire que la perception de l'effort, elle est dépendante de la présence de la commande motrice. Donc, si on reprend le schéma de tout à l'heure, là, on peut voir qu'on a une réalisation d'une commande prémotrice, qu'on va appeler en français commande prémotrice, là, ce qu'on a en bleu clair, qui va transmettre des informations jusqu'à nos aires motrices et qui vont finaliser en fait ces informations pour envoyer la commande motrice jusqu'au muscle, passer par la moelle épinière, être modifié au niveau de la moelle épinière et atteindre nos muscles pour réaliser dans ce cas-là une contraction de notre bras. Lorsqu'on réalise un mouvement, on a des retours afférents qui vont venir aller se projeter au niveau de la moelle épinière et au niveau du cerveau pour aller réguler ce qu'on appelle la voie corticospinale, c'est-à-dire la voie qui va descendre du cortex moteur primaire jusqu'au niveau du muscle, en passant par la moelle épinière, et qui vont aller changer l'excitabilité de ces neurones, et donc moduler indirectement notre commande motrice. Dans le même temps, on sait que lorsqu'on établit une commande motrice, on va avoir des copies de cette commande qui vont être envoyées à différents endroits de notre cerveau, et ça va nous permettre, notamment en contrôle moteur, de prédire la conséquence de notre action. Donc, si je vais aller toucher ma caméra, là, si je me rate et que je vais toucher à côté, mon cerveau il va anticiper les conséquences de l'action et je vais être capable de m'ajuster parce que je n'ai pas senti notamment la sensation. Ça, c'est lié à une commande motrice, à une copie de la commande motrice. Il y a aussi d'autres copies qui sont envoyées notamment au niveau du tronc cérébral pour réguler en fait, nos réponses respiratoires, toutes des choses qui sont en lien avec l'intensité de l'exercice. Donc maintenant, il existe énormément de preuves dans les littératures que ça serait cette décharge corollaire, cette copie de la commande motrice que vous voyez ici en vert, qui serait potentiellement et probablement le signal sensoriel qui générerait la perception de l'effort. Et en fait, ce modèle, il stipule que tout signal afférent, et notamment les afférences 3-4 musculaires, qui sont des nocicepteurs, à delta et C, on les appelle 3-4 aussi au niveau du muscle, les nocicepteurs. Donc en fait, que ces feedbacks afférents, que ce soit au niveau du muscle, que ce soit au niveau du cœur, généreraient d'autres sensations que la perception de l'effort. On peut penser notamment à la douleur, à la tension musculaire, la sensation de force ou de position pour la proprioception. Et en fait, ce modèle, il intègre également les feedbacks afférents parce qu'il stipule que tout feedback afférent va venir moduler en fait la voie corticospinale et indirectement la commande motrice. Et on va revenir là-dessus tout à l'heure pour le lien avec la fatigue, pour expliquer d'un point de vue neurophysio comment la fatigue et la douleur peuvent interagir avec la perception de l'effort. Voilà. Donc, pourquoi s'intéresser à la perception de l'effort? En fait, la perception de l'effort, on sait qu'elle est importante dans la régulation de la performance d'endurance, c'est-à-dire être capable de se réguler au fil du temps, donc d'un point de vue sportif, penser au marathon, ces choses-là. Mais aussi, on peut penser tout simplement que la performance d'endurance, par exemple, c'est un patient qui va aller marcher 10 minutes pour aller à son épicerie. C'est une performance d'endurance, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va réguler son effort au fil du temps à des intensités sous-maximales en utilisant principalement le métabolisme aérobie et la consommation d'oxygène. Donc, il y a des ponts pour aller au-delà de la performance. Également, on sait que c'est très utilisé en rééducation et dans l'entraînement. On l'utilise de manière très courante pour pouvoir monitorer l'exercice, c'est-à-dire avoir une idée de à quel point il est difficile. Mais on peut aussi l'utiliser pour prescrire l'exercice avec des échelles psychophysiques et des marqueurs descripteurs verbaux. On peut demander à un patient ou à un athlète de produire un effort modéré ou intense sur le vélo et il y a des fortes corrélations avec les valeurs objectives d'intensité, la puissance en vélo, la vitesse en tapis roulant, la force développée par un muscle. C'est aussi important dans la régulation de la locomotion et l'adhésion l'engagement et l'adhésion dans des programmes d'exercice. On en a reparlé tout à l'heure. Si quelque chose est aversif, devient trop difficile, en fait, on va moins s'engager dedans et on va moins adhérer. Il y a de plus en plus d'études aussi qui montrent qu'il y a un aspect très important et une relation très importante entre le contrôle moteur et la décision motrice et la perception de l'effort. On ne minimiserait pas forcément tout le temps le coût du mouvement, c'est-à-dire le coût mécanique, la force développée ou la consommation d'énergie, mais on aurait tendance à minimiser l'effort perçu. Donc souvent, ça match, mais souvent, des fois, il peut se créer un mismatch entre la consommation d'oxygène, notamment, ou l'effort mécanique, et ce que perçoit un individu. Et dans ces cas-là, il semblerait que l'individu ait tendance à les minimiser ce qu'il lui perçoit, ce que lui ou elle perçoit, plutôt que les valeurs objectives. Et il y a aussi une interaction forte et poussée avec la douleur et la fatigue. C'est évident pour nous tous, c'est-à-dire qu'en présence de douleur, tout devient plus difficile.
ça nous demande plus d'efforts. Et en présence de fatigue, tout est également plus difficile et ça nous demande plus d'efforts. Globalement, et notamment en kinésiologie, donc moi je m'intéresse notamment à l'aspect physique, mais particulièrement en kinésiologie, il y a un manque de rigueur sur la mesure de la perception de l'effort et les façons de les mesurer, d'avoir une définition qui est claire avec une bonne utilisation des outils, des outils pour la mesurer, ce qui crée que ça reste encore peu compris et très peu compris sur comment ça interagit avec d'autres perceptions comme la douleur et la fatigue notamment. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Si on commence par s'intéresser par la fatigue, je vais essayer d'illustrer brièvement le lien entre l'effort et la fatigue. Et pour illustrer ce lien, en fait, je vais retourner vers la base, c'est-à-dire définir ce qu'est la fatigue, parce que comme l'effort, ça dépend des différents domaines de recherche. Si on s'intéresse à la fatigue, en fait, la fatigue, elle va avoir deux aspects. Elle va avoir un aspect subjectif et un aspect objectif. La fatigue subjective, c'est le sentiment de fatigue, ce sentiment d'augmentation, d'épuisement, de manque d'énergie qui va résulter soit d'un effort physique prolongé, d'un effort mental prolongé ou aussi de d'une maladie. Et de façon objective, la fatigue, on peut la déterminer en fait en allant chercher une diminution des capacités d'un organe ou d'un muscle. Donc la fatigue, on se doute que c'est très important pour différents domaines. La santé, c'est évident, la performance sportive. Le travail et aussi plein de corps de métier où on se doute, on ne veut pas trop qu'il y ait d'erreurs de fatigue. Si on pense par exemple aux pilotes d'avion ou aux conducteurs, on n'a pas vraiment envie qu'il y ait une erreur dans la performance de ces personnes-là lors de la réalisation de leur métier. Si on s'intéresse à l'aspect subjectif, c'est-à-dire cette augmentation du sentiment d'épuisement, en fait, il va apparaître, tout comme l'aspect objectif, avec un effort prolongé, que celui-ci soit physique ou mental. Également, ce qui est important de comprendre avec ce phénomène de fatigue, c'est qu'à même durée, plus l'exercice va être intense et plus celui-ci va être fatigant. Et ensuite, à même niveau de difficulté, si j'augmente la durée de l'exercice, la fatigue va augmenter. Donc ça, c'est des paramètres qui sont importants à prendre en compte, notamment quand on veut prescrire de l'exercice. Et aussi, c'est de plus en plus démontré que cet aspect existe également de relation durée et intensité dans le domaine de la fatigue cognitive et pas que fatigue physique. On peut manipuler les demandes de la tâche également, avec les instructions qu'on va donner, par exemple, à nos patients ou à nos athlètes pendant une séance d'entraînement et de rééducation. Parce qu'en fait, l'effort, il va être dicté par la demande mentale et physique de la tâche. Donc, si vous complexifiez des exercices que vous prescrivez, notamment, en rajoutant des consignes, vous pouvez complexifier la tâche d'un point de vue cognitif et celle-ci va devenir plus demandante. Si elle est trop demandante, la tâche, vous pouvez la faciliter en diminuant notamment la demande physique. Donc, c'est plein d'aspects-là sur lesquels, en fait, où on peut voir que la fatigue, dans le cas dont nous, on l'étudie, elle va être résultante d'un effort prolongé, en fait. Et en manipulant cet effort, on peut être capable de diminuer ou d'augmenter cet aspect de fatigue. Concernant l'aspect objectif de la fatigue, en fait, elle est majoritairement étudiée de deux façons, soit d'une diminution des performances physiques, où là, dans ce cas-là, on va faire référence à ce qu'on appelle une fatigue musculaire, ou une diminution des performance cognitive, ou dans ce cas-là, on va plutôt faire référence à une fatigue cognitive ou une fatigue mentale, selon la littérature. Mais dans les deux cas, en fait, dans notre approche, on considère ça comme une fatigue, entre guillemets, objective, dans le sens où on observe une diminution de la performance. Mais la subtilité avec l'évaluation de la fatigue, c'est que souvent, on va faire des tests pour l'évaluer où ces tests sont sous-maximaux, en fait. C'est des tests qui sont relativement faciles et il faut vraiment être déconditionné ou vraiment être fragile pour pouvoir voir l'impact de la diminution objective de performance. Et c'est pour ça que la fatigue est souvent sous-évaluée et sous-diagnostiquée, parce que dans la plupart des tests qu'on fait pour l'évaluer, la performance peut être maintenue, mais la performance peut être maintenue en augmentant l'effort, c'est-à-dire en augmentant les ressources cognitives mises en jeu dans la tâche ou ressources physiques mises en jeu dans la tâche. Et c'est là que devient intéressant de monitorer cette plainte subjective qui est une augmentation de l'effort perçu des gens. En fait, ça va se refléter comme une augmentation de l'effort perçu des gens. Considérant la douleur, ici, là, je vais juste présenter l'aspect douleur que l'on peut percevoir dans nos muscles pendant un exercice physique. Donc, si on sait notamment que cette douleur perçue lors d'un exercice physique, lorsqu'on fait un exercice physique à une intensité suffisamment élevée, et lorsque l'intensité de l'exercice est suffisamment élevée, en fait, on va voir une augmentation de métabolites, de produits dans nos muscles, qui sont les produits de la contraction musculaire et de la génération d'ATP, en fait, qui va stimuler ces nocicepteurs, ces afférences 3 et 4, et qui vont venir altérer la commande motrice. C'est-à-dire que ça va venir inhiber la voie cortico-spinale et altérer avec la
commande motrice. Et pour compenser en fait cette inhibition de la voie descendante, de la voie cortico-spinale, on va être obligé d'augmenter notre commande motrice et en conséquence, ça va augmenter notre effort. Donc là, ça montre un petit peu l'illustration. Pourquoi, lorsqu'on fait un exercice physique, en fait, on va avoir une perception de l'effort qui va être augmentée en présence de douleur. Et ça, c'est dû au rôle indirect des afférences musculaires 3 et 4 qui vont aller moduler et non pas générer la perception de l'effort. C'est un détail fin mais important. Et aussi, ça c'est crucial, il ne faut pas oublier non plus l'impact cognitif de la douleur. Et je pense que les gens du RQRD, vous êtes beaucoup plus spécialistes que moi en douleur. Je suis nouveau dans le réseau et vous avez beaucoup plus de connaissances que moi là-dessus. Et vous savez tous bien, je pense que la douleur a un coût cognitif important et qu'en présence de douleur, il faut passer par-delà la douleur, focuser encore plus pour pouvoir maintenir sa performance. Et donc, l'effet de la douleur va avoir un effet sur on va appeler ça l'effort moteur, la commande motrice, et aussi l'effort cognitif, sa capacité à pouvoir continuer à rester engagé dans la tâche. Pour conclure, je vous propose des perspectives de laboratoire et de terrain. Et la première, c'est que nous, comment on le fait au laboratoire, si on veut définir la perception de l'effort, est-ce que c'est nous, on le prend comme le monitoring, l'enregistrement constant en fait, des ressources physiques et mentales engagées dans la tâche. Et de manière globale, ce qui nous intéresse, c'est d'aller voir le mismatch entre la performance des gens et leur perception de l'effort, pour mieux comprendre comment la fatigue, par exemple, ou la douleur va aller impacter cette perception de l'effort, à performance maintenue ou à performance diminuée. Des perspectives au laboratoire. Malheureusement, c'est très mal reporté dans les papiers, souvent, comment la perception de l'effort a été mesurée, la définition utilisée, les instructions. Donc, dans notre domaine, on est beaucoup plus avancé dans les connaissances sur les aspects physiologiques et psychologie. Et je pense que pour qu'on puisse avancer en kinésiologie, il faut qu'on utilise la même rigueur méthodologique que celle utilisée en physio, et notamment qu'on familiarise correctement nos participants avec le construit et aussi avec la façon de la mesurer. La perception de l'effort, en fait, elle reflète l'intensité de l'exercice parce que c'est un marqueur psychophysiologique de la commande motrice. Donc, tout chercheur intéressé par la commande motrice, en fait, peut facilement avoir un indice psycho avec le monitoring de cette perception de l'effort. Et aussi, ça se fait peu en kinésiologie, c'est aller chercher l'interaction entre la perception de l'effort et la douleur musculaire pendant la réalisation de certaines tâches pour mieux comprendre comment ces deux interactions vont aller réguler la performance et le comportement, et donc l'engagement dans la tâche, l'exercice. J'en profite pour remercier le RQRD là, pour un projet pilote qui est en cours. Là, on a commencé les toutes premières analyses après 1 an de montée de protocole, un peu de détail avec la Covid, pour justement aller voir les substrats neurophysiologiques avec l'IRM fonctionnel de l'interaction entre la perception de l'effort et la douleur. Donc, merci beaucoup et j'espère que rapidement, on va pouvoir avoir quelques données à montrer. Et enfin, pour terminer, là, sur le terrain, qu'on soit athlète, qu'on soit entraîneur, qu'on soit un kinésiologue avec des patients ou d'autres patients qui interagissent entre eux ou d'autres athlètes qui interagissent entre eux, en fait, il faut garder en tête que cette perception de l'effort, on peut l'utiliser pas que pour monitorer l'intensité d'un exercice, mais aussi pour la prescrire. Et surtout, en fait, on n'a pas forcément besoin de la demander. Un peu comme la douleur, en fait, il y a the face of effort, c'est-à-dire qu'on a des réponses faciales typiques liées à l'effort. Le froncement des sourcils, c'est assez proche d'ailleurs des signatures faciales de la douleur, mais on peut le lire sur la tête des gens. Plus c'est devient difficile, plus on va faire froncer les sourcils, etc. Et aussi pour l'exercice physique, on croirait naturellement que la fréquence cardiaque serait le meilleur indicateur, mais dans beaucoup de tâches, ce n'est pas le cas. Ça serait notamment la fréquence respiratoire en lien avec la régulation de la ventilation avec des charges corollaires et la commande motrice. Donc, la fréquence respiratoire est un petit paramètre intéressant à regarder. Ça peut se regarder visuellement quand on voit la rapidité de la respiration ou aussi avec quelques petits capteurs. Et juste un merci aux financières de la recherche, aux membres du laboratoire et aux collaborateurs. Et aussi, je crois qu'il n'est pas là aujourd'hui, mais tant pis, mais aussi à Pierre Rainville, qui est mon mentor depuis que je suis arrivé en 2018 en prise de fonction. Et avoir travaillé avec quelqu'un comme Pierre est très agréable et ça permet de s'ouvrir encore plus à la multidisciplinarité et c'est très important de le souligner. Donc, merci Pierre. Voilà.